mesdames, bonsoir messieurs. C'est déjà la troisième soirée que nous accueillons de Monde Nouveau et toujours Caroline Nefegui aux manettes. Je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir. Bernard Distel nous fait également le plaisir d'être ici en tant que président de cette manifestation Monde Nouveau. Cette soirée a pour titre Anthologie. Donc c'est en grec l'action de cueillir des fleurs. Et je pense que ce programme sera tout à fait clair une fois que la soirée se sera déroulée. Donc ce soir, un débat sera animé par Lucie Campos. Et puis c'est une soirée qui a été préparée par Ismaël Jude et Laurent de Robert. Je passe tout de suite la parole à Caroline et je te remercie encore pour cette soirée. Il en reste encore 4, donc voilà, soyez fidèles et nombreux à chaque rendez-vous. Merci Franck. Donc, je tiens à remercier encore une fois la Fondation Pernod Ricard qui nous accueille, Bernard Distel qui préside notre comité des Mondes Nouveaux. Je vous rappelle très brièvement le principe de ces soirées, c'est se rencontrer des lauréats des Mondes Nouveaux, qu'ils soient auteurs, designers, artistes. La plupart du temps, ils ne se connaissent pas avant cette soirée, avant cette rencontre. On les a intuitivement réunis parce qu'ils avaient des sujets communs, des préoccupations communes, des envies. Et ce soir, donc, nous accueillons Laurent de Robert et Ismaël Jude. Et la parole va être donnée à Lucie Campos qui va vous présenter à la fois leur projet et, sans trop en dire sur la soirée, et un dialogue en fin de soirée. Bernard, un petit mot sur les Mondes Nouveaux ? On s'est vu une fois quand même, en prenant un Ricard ensemble. Donc bonsoir à tous. Alors mon rôle est simplement celui d'introductrice et de donneur de parole dans cette soirée où nombreuses sont les forces en présence puisqu'on a 41 plantes, un parfumeur, des magiciens, des artistes, des écrivains et des acteurs. Mais simplement le temps de vous présenter les deux artistes qui sont à côté de moi et très brièvement leurs projets tels que nous les avons découverts au moment de la sélection qui date déjà d'il y a quasi un an, enfin un an. Donc tout au bout à droite, en jaune et noir, Ismaël Jude. Ismaël Jude, vous êtes écrivain d'abord, c'est comme ça qu'on a reçu votre projet, publié par les éditions Verticales, maison qui reste une maison de découverte et d'expérimentation, et salutations aux verticaux s'il y en a parmi l'auditoire. Vous venez de publier chez ces mêmes éditions Grief, qu'on trouvera tout à l'heure à la librairie. Travail de la langue, travail d'ensauvagement de la langue, sans majuscule et sans ponctuation, qui donne à entendre la voix d'une femme sauvage qui s'insurge contre la violence. C'est un résumé très rapide de Grief. Avant ce texte, vous aviez publié 2 autres romans, Dancing with Myself et Vivre dans le désordre, consacrés l'un à l'initiation sexuelle, l'autre à l'expérience urbaine dans une zone interlope de Paris. Vos livres sont des textes précis, souvent érudits, souvent liés à d'autres textes et d'autres penseurs. À chaque fois, exploration par le langage de zones à découvrir. Vous avez également une aventure long cours avec le théâtre, depuis un doctorat sur les liens entre théâtre et philosophie chez Gilles Deleuze, jusqu'à un compagnonnage avec l'actuel directeur de la ménagerie de verre, Philippe Ken. Laurent de Robert, vous êtes scientifique, artiste, chercheur, développeur depuis 10 ans de ce que vous appelez des mathématiques existentielles, qui interrogent notre rapport au monde en travaillant à produire des équations au pluriel, des mathématiques au pluriel, passionnelles, des formules qu'on a pu voir sur ces 10 dernières années, notamment au Collège des Bernardins ou au Palais de Tokyo, entre autres. Vos travaux, là aussi exploratoires, nous parlent de manque, de quête intime, d'équilibre, de déséquilibre. Vous êtes auteur chez Delirium d'un beau traité dont Ismaël me disait qu'il l'avait beaucoup touché, Algèbre et géométrie, là aussi, algèbres au pluriel et géométrie au pluriel. Alors, ce sont 2 artistes, mais derrière eux, des projets collectifs. Et ces projets qu'ils ont menés, nous allons les découvrir ce soir dans un tissage qui nous donnera à entendre de façon alternée des bribes rapportées de 2 parcours. Ces 2 artistes très différents nous ont proposé 2 projets qui étaient des dispositifs d'exploration. Laurent, votre projet d'origine proposait de partir de l'Odyssée d'Homère pour en écrire une autre partition botanique et proposer un recueil d'essences à partir de celles mentionnées dans ce que vous appelez le grand livre,
depuis les Tuyas de Calypso jusqu'aux asphodèles des enfers, disiez-vous dans votre projet d'origine. Et je crois que vous en rentrez tout juste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste en 2 phrases la consistance de ce projet et les personnes impliquées, puisqu'il y a un parfumeur, des magiciens et tant d'autres personnes autour de nous? Je vais vous dire la consistance, c'est la résultante de ce que vous allez voir tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est les personnes qui sont... On aime bien le fait que ces personnes, précisément, de l'Odyssée, que l'Ulysse n'a pas de visage et qu'il est peuplé de ces 1000 facettes, et tous ces cueilleurs-chanteurs qui sont partis en voilier pour aller sur les rives opportunes, recueillir les chants de la Méditerranée et les graines de toutes les semences de l'Odyssée, nous donne en fait une nouvelle façon de vivre. J'ai pas envie d'anticiper sur ce que je vais raconter. En tout cas, c'est fondamentalement un projet où on n'en revient pas à thème. Alors Ismaël, votre projet s'intitulait du beau titre « Psychanalyse des fleurs », dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il mélange plusieurs propositions. Il est devenu collectif avec Mirabel Rousseau, Kitty Sfirer, Kerwin Roland, Raphaël Bloch et les voix d'acteurs que vous allez découvrir tout à l'heure. Psychanalyse des fleurs, nous disiez-vous, est un recueil de nouvelles qui mettent en scène des expériences olfactives. C'est une odyssée intime et plurielle, une exploration des jardins méditerranéens, au pluriel. Dites-nous quelques mots avant d'entrer dans les lectures. Oui, de même que Laurent, je dois en dire le moins possible pour que vous puissiez découvrir les textes avec une oreille. Non, c'est toute une équipe. La scénographe et la personne qui va créer le son sont là, Kervin et Raphaël. Nous aussi, on crée une fragrance, une odeur, enfin 5 odeurs qui sont créées par Kitty Sfirer. Donc il y a Mirabel Rousseau qui nous accompagne, j'oublie personne. Il y a évidemment les 5 comédiens, Jean-Charles Dumay, Clotilde Ramondou, Magali Cailleul, Céline Baumgartner et Laurent Charpentier. Donc les textes que vous allez entendre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont destinés à être enregistrés et diffusés dans une machine olfactive. Et on vous expliquera un peu comment fonctionne la machine après. Voilà, pour l'instant vous êtes en situation d'écouter. Et le titre c'est bien Psychanalyse des fleurs. Un dernier petit mot, ces projets, comme une grande partie des projets des Mondes Nouveaux, sont situés sur des territoires, et notamment le territoire du Conservatoire du Littoral. Merci Marine d'être parmi nous ce soir. Et bien sûr les territoires des bâtiments, des monuments historiques, le CDL qui est aussi présent ce soir, et merci beaucoup. C'est Elmen, pardon. Et alors ici, on va en parler tout à l'heure, une fois que vous aurez pu découvrir ce retour d'Odyssée, ces retours d'Odyssée. Et donc, pour ma part, rendez-vous tout à l'heure dans le café où nous pourrons poursuivre la conversation autour de 2 cocktails. On a inventé 2 cocktails, Laurent et moi. Voilà. Le mien s'appelle l'Homme Printemps. Et le tien? Ça, c'est juste qu'on va mettre un grain de l'embellique des mers, qui est l'omphalos thalacès de l'Odyssée, dans tous les pastis. Sur ce, je vous invite à suivre la procession. Yana
Stade spectral de la pure pousse, prouesse pitchoun, bulle, bouille, quelque chose à liquide, liquide babile. L'être s'englobe dans une eau, et tout l'être a le volume invariable de l'eau. Et tout l'être a l'odeur de cette boule unique, où premièrement tu es. Autour de la poche odorante, des sons amortis par le matelas des eaux. L'être est l'emboîtement de ces deux volumes olfactifs et sonores. La sphère sonore enrobe la bulle odorante. C'est un seul et même être. C'est tout l'être qui bourdonne. Une bulle odorante pérenne dans une bulle sonore variante. L'odeur fluctue plus lente dans les vibrations plus brèves des sons. Tu as toute la vie à ce stade végétal. Tu peux choisir toutes les vies. Et puis des mains rugueuses t'extirpent de ton globe amniotique. On appelle ça commencer de vivre. C'est une formule bien mal choisie pour cet arrachement, cette déchirure, cette évulsion
cette extraction primordiale de l'être. Tu découvres ce que c'est que naître. C'est une négation du verbe être. Tu apprends ce que c'est qu'être animal. Ce que c'est pour le petit mammifère qu'être une seconde fois dans la douleur. Et le premier traumatisme que tu dois subir pour cela, venir au monde. Et tu découvres que ce monde n'est pas accueillant, mais sec, mais froid, mais râpeux, mais rêche. Et qu'au lieu de venir au monde, tu aurais préféré une autre destination. Toute ta vie, tu haïras les rugueuses mains originelles qui vinrent t'extraire du monde aquatique. Tu voudrais choisir l'existence d'un laurier, mais on te dit qu'il est trop tard. Végétal, tu n'aurais pas connu cette séparation, cet arrachement à l'être. Végétal, tu aurais continué d'être, tu aurais poussé, proliféré. Animal, te voilà dans l'être, tourneboulé. Et tu découvres la douleur d'exister en animal. Et tu découvres la sécheresse et la rugosité du monde où il faut vivre. Une douleur atroce se concentre dans une zone de l'être que tu découvres, le ventre, et tu découvres la faim. Et tu découvres un corps souffrant, tu fais la connaissance d'un corps qui ne cessera de souffrir jusqu'à ton dernier souffle. Dans ta douleur, quelque chose en toi crie, appelle l'être liquide, hurle en direction de la bulle pour qu'elle revienne. Tu ne sais pas ce que tu veux d'elle, mais ta vie en dépend. L'odeur originelle de l'être n'a pas disparu, elle est là. Tu détestes toutes les odeurs qui entourent maintenant l'odeur première de l'être. Tu hurles en direction de l'odeur aimée sans savoir ce que tu lui veux, et tu la retrouves. Ton odeur amniotique, elle t'est redonnée. Avec l'odeur revient la voix aimée. L'être se réunit enfin. Tu baignes dans un ersatz de ta bulle olfactive sonore. L'odeur de l'être réuni. Tu la retrouves et tu trouves ce que tu demandais. Un liquide chaud te parcourt. Tu découvres ce que c'est qu'être nourri. Tu n'avais jamais rien ressenti d'aussi bon. La source du liquide chaud a l'odeur de la bulle amniotique et tu découvres la succion et les mains caressantes. Tu retrouves un peu de la douceur de la bulle. L'être n'est plus cette déchirure. Et tu retournes en rêve dans la sphère aquatique, mais au réveil. L'être s'est de nouveau fragmenté. La source semble éloignée, sa voix éteinte, son odeur atténuée, recouverte d'autres odeurs qui te révulsent, et tout le reste de ta vie sera cet atermoiement. Toute ta vie sera une longue quête pour te rapprocher de la source, pour te consoler de la séparation, et tout le reste de ta vie, une longue lutte pour essayer de te raccommoder, de te rafistoler après la déchirure. Malgré cette irrémédiable scission originelle de l'être, irrémédiable scission de toi-même, la source sans fin s'éloigne et te revient. Tu découvres la tragédie de la perdre, la joie de la retrouver. Tu aurais voulu que l'être ne soit rien, à jamais que l'odeur et la voix de la source. Tu as appris que l'être se modifie. L'être se déploie comme une mélodie. Ce n'est pas une seule note monocorde qui s'étend à l'infini. Des voix, des senteurs dans l'être sec où tu évolues maintenant, il y en a plusieurs, ainsi que des goûts, des textures amères, doux, dur, rude, rugueux qui gratte, moutonneux, mou. Tu en es à ces modifications de l'être. Parmi les bonnes odeurs, il y a les senteurs d'en haut, la source adorée qui te nourrit, et les senteurs d'en bas, ce qui ressort embaumé de ton corps et que tu offres à la source.
Tu ne distingues pas ton corps des autres corps, pas encore, ni ton être des autres êtres, tu es tout l'être. Mais il y a déjà en toi une lézarde, et cela préfigure une deuxième déchirure, l'arrachement de ton corps à la globalité de l'être. Végétal, ton tropisme n'aurait pas été le même, et tu aurais pu continuer à vivre une existence toute tournée vers la lumière dehors et vers les profondeurs de la terre en bas. Mais tu es animal, et quelque chose en toi, inexorablement, se retourne sur soi-même pour instaurer une séparation infortunée. Tu sens qu'une membrane te sépare de ce que tu n'es pas, mais ce que tu es, tu ne le sais pas. Où commence et où s'arrête l'être que tu es. Chaque jour, le contour des choses autour de toi se précise. Tes mains agrippent ce que tu souhaites qu'elles attrapent. Tes pieds gigotent, tu les chopes et les suces. Les orteils ont une saveur succulente. Et les orteils, à ta guise, frétillent. Mais il y a un grand nombre d'objets qui refusent de t'obéir. La source elle-même t'échappe. La source qui est pourtant plus toi que toi-même, summum du même. La source, elle s'éloigne de toi sans que tu puisses la retenir. Elle revient quand bon lui semble et tu te demandes si elle et toi, vous n'êtes pas des êtres différents. Cette pensée te tourmente et te tourmentera longtemps. Tu devines que tes offrandes odorantes sont enveloppées dans un sac de peau. Et que ce sac de peau, c'est toi, qui contient tout ce qui est même, tout ce qui est bon. Et pourtant, souvent ce qui est bon pour toi se trouve en dehors du sac de peau. Tu finis par ne plus comprendre ce qui est bon et mauvais, ce qui est dedans et dehors. Où est la membrane? De quel côté tu es? Et la source te semble froide parfois. La source se dégoûte de tes offrandes odorantes. La source s'éloigne et revient, mais s'éloigne trop longtemps. La source s'absente, t'abandonne. La source prend une voix qui gronde, une voix qui rouspète. La source s'est séparée de toi et t'a expulsé dans le monde rugueux parce que la source te rejette. Parce que la source trouve que tu sens mauvais. La source veut t'engloutir et se sortir du ventre des nouveaux bébés. Elle veut te remplacer. Et tu penses que sans elle, ce corps ne pourra pas se contenir lui-même. Tu connais l'angoisse, la terreur, et ton corps déborde. Les choses stockées à l'intérieur en suintent. Tu ne peux pas les retenir. Tu ne peux pas retenir ce qui te sort des orifices et des pores. C'est tout ton corps qui te sort par la peau. Les fluides contenus dans l'enveloppe la percent. La source ne t'a pas fait une peau assez résistante. Pour cela, tu es la source. Si tu es si mal fichu, c'est de sa faute à elle. Tout est de sa faute. Elle t'a mal conçu. Tu aurais voulu naître d'une autre source. Naître laurier, tendre loukoum, doudou dans une gangue de poils doux. Tu découvres qu'être n'est qu'une démangeaison. Les éruptions cutanées te disent enfin que tu es. Elles te donnent la limite de ton être. Tu comprends que ce qui était bon est mauvais, que ce qui est mauvais est bon. L'eczéma te dit mieux ce que tu es que n'auraient su faire les caresses. Tu te grattes et tu commences à sentir en grattant la membrane. Tu t'écorches jusqu'au sang, tu t'arraches la peau, tu te griffes les croûtes purulentes, tu les fais saigner, suinter de pus. C'est là ton premier érotisme. Tu aimes cette croûte de plaie qui te recouvre de la tête aux pieds. Longtemps tu garderas cette image abjecte de toi. Tu t'aimeras dans cette conque qui répugne. Et tu comprends que pour trouver ce que tu es toi-même,
c'est négativement qu'il fallait être. Il fallait tout inverser. Et longtemps dans ta vie, tu choisiras le néant. Et longtemps dans ta vie, tu confondras ce qui est bon et mauvais pour toi, du fait de ce malentendu à l'origine, et tu auras des passions brutales, et tu renifleras avec délice les senteurs interdites qui semblent dégoûter tous les autres. Et tu feras ton refuge de substances psychotropes. Tu cherches la cabane qui pourra accueillir ton être polymorphe, ton incapacité à être toi-même, tenir dans la limite de ta peau. Cette brûlure permanente, cette bordure hérissée de picots, cette déchirure irraccommodable, cette béance de toujours. Parfois, il t'arrive de sortir de ce mal-être. Tu as de rares extases olfactives. Tu marches dans un jardin méditerranéen. Une odeur te saisit. C'est l'odeur même de l'absence. Une cabane de fortune. Et tu t'y abandonnes. Tu redeviens bombe et bulbe. Stade spectral de la pure pousse. Prouesse pitchoun. Bulle, bouille, quelque chose à liquide. Liquide Babil. Il y avait quelque chose de, je l'avoue, de ce mal-être dont il fallait sortir. En partant marcher dans les jardins en Méditerranée, pour en respirer les parfums. Et il y avait aussi la croyance dans la faculté de la parole, dans l'origine signifiante des mots et en premier lieu celui de lire. Parce que oui, c'est vrai, lire, c'est d'abord cueillir. En grec, legein, en latin, l'éclairer, signifie la lecture, mais avant tout, le geste avec les mains, de recueillir des feuilles, des fruits, des fleurs. Et par extension, de recueillir avec les yeux des images, des paroles. Et c'est vrai aussi qu'une anthologie, avant d'être le recueil précis et précieux de textes, c'est fondamentalement un bouquet sauvage. Entosse des fleurs, des gaines qu'on a patiemment recueillies. Il nous est venu cette idée de lire l'Odyssée ainsi, c'est-à-dire à hauteur de brins d'herbe et de fleurs des champs. De partir à la recherche de toutes les plantes nommées par Homère pour l'offrir en bouquet. Et ce voyage, après tout le monde peut le faire, dès lors qu'on accepte de fermer les yeux. Les bouches de Bonifacio, on apparaît sur un modeste voilier, et on met le cap sur Circeo, presqu'île de la côte italienne entre Rome et Naples, où Victor Bérard situe le palais de Circé la magicienne. Là, on recueille les fruits du cornouiller. Dans Circé repaît les compagnons d'Ulysse transformés en pourceaux. Et surtout, on recueille de la molly, cette herbe magique, plante à la fleur blanche comme le lait et à la racine noire et amère comme le savoir. Et qui permet à Ulysse de ne pas tomber dans les forfaits de Circé. On va plus au sud, aux portes de l'enfer, au large du lac d'Averne, et là on recueille les asphodèles qui en tapissent le sol. À pied, on continue sur les contreforts du Vésuve, on recueille les lauriers, les pins qui circonscrivent l'antre de Polyphème le Cyclope. Puis on reprend la mer en direction du détroit de Messine. Là, on ne s'arrête pas auprès des sirènes, pas plus qu'on ne s'arrête sur les îles du dieu Éole, parce que Homère ne cite aucune plante dans le chapitre. À Caribe, on recueille des feuilles du figuier Caprificus, qui doit le salut à Ulysse lorsqu'il échappe de l'hydre marine. Puis on va vers l'Omphalos Thalasses, l'ombilique des mers,
là où Ulysse réside pendant 9 ans près de sa nymphe Calypso. Là, c'est tout un parterre de senteurs envoûtantes. Violette, persil, thuya, cyprès odorant, qui valent l'admiration d'Hermès lorsqu'il vient pour délivrer de Calypso Ulysse. Et puis, ces aulnes et ces peupliers qui lui permettent de fabriquer son radeau de fortune, pour reprendre la mer comme nous-mêmes, qui allant jusqu'à Djerba, récupérer quelques graines d'oubli, de l'autos et l'autophage. Cap ensuite sur Corfou, île mythique des Phéaciens, Talkinos, de Nausicaa et de leurs vergers mirifiques qui valent la fascination d'Ulysse, poiriers, grenadiers, pommiers, raisins toujours abondants. Les prairies de Ménélas à Sparte, l'orge de Pylos, de Nestor, et enfin Ithaque. Ithaque pour aller là-bas recueillir des rameaux d'olivier de Pénélope pour parfaire ce recueil de l'Odyssée. Qui s'en va au bois chantant, disant que l'amour fait la peine aux filles qui n'ont plus d'aimant. Votre amant, bel être humaine, ce n'est qu'un vrai débauché. Il est là-bas, dedans ces îles, à plusieurs belles à caresser, qui les couvre de fleurs diverses. Pour moi, je ne m'en soucie pas. Je l'ai connu bien trop fidèle pour qu'à présent ne m'inquiète pas. Elle entend mais rien n'écoute. Elle tisse la beauté de l'eau qui tombe goutte à goutte dessus la mer et les rochers. Adieu donc, bel être humaine, puisque rien ne peut t'attendrir. Va-t'en cueillir les asphodèles dessus les plaines du soupir. Je disparais devant un massif de julienne qui surgit au milieu d'un chemin rocailleux. Devant la moindre ioséride rayonnante qui a percé la muraille, je m'annule. Vous allez me dire que je ne suis pas ici pour faire une psychanalyse des fleurs? Qui sait? Les psys disent bien que l'inconscient est structuré comme un langage, non? À l'origine, pour moi, il y a eu le langage des fleurs. Je vous raconte l'histoire. Une jeune fille vivait avec sa mère dans une maison entourée d'un gentil petit jardin. Selon la légende, la jeune fille dégageait une odeur délicate de réglisse, de cachou qui provenait d'une immortelle d'Italie où elle aimait se lever. Un homme passait dans la ruelle. Il voyait par-dessus le mur, la jeune fille et sa mère. C'était un grand jeune homme, maigre, et un très petit mur qui n'empêchait pas le regard. Ni le parfum d'immortel. La mère disait que le grand jeune homme maigre s'intéressait à sa fille. La jeune fille cachou disait qu'il en avait peut-être après la mère. Le grand jeune homme maigre se plante droit comme un piquet devant le muret. Il tient ostensiblement un brin de myrte bien vertical. Une rose moussue aurait été pour la mère. Le lendemain, il exhibe une brindille d'aubépine en fleurs. Le surlendemain, la mère voit sa fille dans le jardin qui s'applique à cueillir à son tour les plus belles branches d'aubépine. Elle a le cœur qui palpite, la mère.
elle rêve déjà de noces et de landau. Le grand jeune homme maigre voit l'aubépine dans le poing de la jeune fille, puis d'un geste lent, elle fait passer comme ça de sa main gauche à sa main droite la fleur, et elle la tourne la tête en bas. Bam! Elle a touché ses espoirs. Alors, il montre tantôt un narcisse, tantôt de l'absinthe pour exprimer son désespoir. Leurs échanges durent comme ça tout un été. En février, le mimosa a fleuri et la jeune fille cachou en jette une branche négligemment sur le muret. Les jours suivants, déclarations enflammées à base d'aconite, d'amaryllis, de frésia, d'amorphin rose et d'encolie jaune. Il lui a montré son géranium. Elle lui montra son cyclamène. Le myrte a refleuri. Le grand jeune homme maigre tient une branche de sa main droite penchée vers la gauche pour dire « Vous m'aimez ?» Elle tient un brin de myrte bien droit de sa main droite pour lui répondre « Je vous aime ». Le grand jeune homme maigre a réussi à obtenir, à force d'insistance, quelque chose de la fille cachou. Les fleurs étaient mises à la place des mots doux qu'il lui adressait, qu'au fond, elle goûtait, avec ravissement, sans l'avouer. Les fleurs se substituaient aux gestes d'amour qu'à distance il se prodiguait, jusqu'au jour où finalement, comme dans la nature, il la féconda. C'est la fin de cette légende, et mes premiers instants à l'état d'embryon. Aujourd'hui, le grand jeune homme maigre n'est plus ni jeune ni maigre. C'est un grand homme absent, mon père. Quand il rentre le soir, il ne s'étonne pas de retrouver où il avait laissé sa femme cachou. Elle est plantée là. Même un peu sauvage, une flamme fleur, ça ne s'enfuit pas. Elle s'est effacée jusqu'à disparaître. Elle s'est peu à peu confondue avec la pierre, comme la nymphe Écho, laissant toute la place à ce narcisse usé en jogging brutal bedonnant. Petite fille, j'attendais moi aussi son retour. Il revenait d'un déplacement ou d'une journée de travail. On ne pouvait pas savoir comment il serait, s'il y aurait des câlins, des cadeaux, ou des vases projetés contre les murs, des carreaux cassés, des cris, des coups. Moi, j'ai tenté de croître dans mon petit coin, à l'ombre, de faire le moins de bruit possible. Pour échapper au nez et à la barbe de Jupiter, je me cachais dans les coccigrues. Que Zeus le Père m'oublie. Qu'il ne décharge pas dans la foulée contre moi sa fureur, son foudre. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça que j'attends un mec. Même s'il a l'air doux comme une fille et ne me veut sans doute aucun mal, je crois encore qu'il peut à tout moment exploser. Il peut m'arracher, mauvaise fille, comme une mauvaise herbe. Je vis avec cette idée que je ne perds rien pour attendre. Ma mère, la femme cachou, était bien fleur bleue, bien cuculapraline. Pour ma part, je vais dans les bars et les jardins publics. J'utilise également des applis de rencontre. Et je couche le premier soir, s'il y a un match. Je ne fais pas tant de détours. Je le trouve parfaitement ridicule, le symbolisme à la mort moelle-neu qui a embobiné ma mère. Déjà, l'immortel d'Italie, pour moi, ça sent pas vraiment le cachou, mais plutôt le curry. Ça évoque la sieste crapuleuse après un repas épicé, c'est graisseux, salace. Ça sent le cumin, le curcuma, la cardamone, la coriandre, ça sent le cul, le con, la concupiscence. Sexe, vagin, anus, il faut sublimer tout ça. Et voici la foule honteuse de fétichistes qui ont collectionné en catimini pour les renifler nos bottines et dessous de catin. Pourquoi vit-on dans ce double mensonge olfactif sur le sexe et sur les fleurs? Une scène de sexe, ça ne sent pas la violette, ça sent le sexe. Et le sexe a l'odeur de nos sécrétions, sueur, pisse, excréments, foutre. Et tout ça est désirable, acide, humide, musqué, érotique, désirable. J'aime les fleurs, mais je les aime pour ce qu'elles sont. Je ne veux pas en faire des substituts. J'aime le sexe. Je veux aimer le sexe pour ce qu'il est, sans y mêler les fleurs qui n'ont rien demandé. Si les fleurs avaient un langage, ils ne seraient pas pour nous. Voilà ce que je dis. Elles s'expriment avec des odeurs, des vibrations. Elles ne font pas de symboles. Elles détectent des vibrations. Nous sommes une présence pour elles. Elles émettent. Ce qu'elles émettent, ce ne sont pas des signes. Ce sont des émanations. Et ce n'est pas pour nous, les couleurs, les parfums, les formes. Si on peut concevoir un langage sans signe ni symbole, c'est leur langage. Comment ne pas les envier? Elles sont juste impossibles à psychanalyser. Elles ont une langue intraduisible.
Je voudrais tellement que mon inconscient soit structuré comme ce langage-là. Pas de symbolisme, pas de volonté, des émanations. Vous croyez que c'est possible? Le silence? Une forme de silence? Mon bras effleure une branche, la sensitive se rétracte, l'acacia décèle la présence, même s'il ne peut pas dire où je suis ni ce que je suis. Est-ce si important de savoir ce que je suis? Le végétal est une présence qui nous contient. Je suis une présence dont il détecte les vibrations. Je ne dirais pas qu'il me sent, ou m'entend, ou sait, ou comprend, ou dit, ou pense, quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que je suis. J'accepte d'être perdue dans un jardin. Et d'une certaine façon, je suis moi aussi un jardin, dans le jardin. Si les fleurs avaient un langage, ils ne seraient pas pour nous. Ça, c'est ce que je dis. Et nous sommes partis de l'hypothèse inverse. Que peut-être un jour nous serons dans l'intimité du langage des fleurs. C'est pour ça que, outre les feuilles, les fruits, nous sommes allés chercher les semences de l'Odyssée, sur les rives opportunes, dans l'espérance que les céléons dans les jardins promis, comme le recueil de 41 essences des 40 plantes de l'Odyssée, un jour, nous les semions, qu'elles éclosent et que, enfin, dans l'intimité du langage des fleurs, ce soit elles qui chantent l'Odyssée. C'est pour ça qu'on a pris tout ce soin d'aller in situ, à l'endroit même des épisodes d'Ulysse, pour recueillir les graines de toutes ces plantes. Je me rappelle d'ailleurs le dernier moment de cette dernière graine d'épinier sauvage, Pyrospinosa, à Ithaque, qui venait cercler la ferme du Porcher-Aimé. Et ça nous avait mis un peu en retard avec Tristan. Du coup, on rate le premier ferry, le second pour aller jusqu'à Céphalonie et prendre le vol, le dernier. Lequel ferry était lui-même en retard. Du coup, on saute du bateau à l'arrivée. On essaie de se précipiter vers le taxi. Il n'y en a qu'un. Il est déjà pris par 2 Anglais. Et ils acceptent de partager le taxi. On met les valises dans le coffre. Une demi-heure après, on arrive à l'aéroport. Je dis Tristan, vite, pars enregistrer. Moi, je sors vite pour retirer un peu d'argent pour payer la moitié du taxi. Je reviens. L'homme au taxi me donne ma valise et le sac de graines. Je veux dire, 2 ans de recherche, des semaines, mais éperdument consacrées à la collecte de toutes ces graines. Chut. J'ai cherché, j'ai couru partout, en vain. J'ai compris que c'était Hermès, grimé en vieil anglais, qui avait dérobé toutes les essences de l'Odyssée. Zeus avait donné, Zeus avait repris. روح الله علي على
Je vous passe tous les tourments que j'ai vécus à ce moment-là. Et tous les embryons de scénarii que j'imaginais pour trouver une façon de sublimer, certes. Et j'ai invoqué Saint Antoine, le saint patron des fleurs et des causes perdues, et Athéna aussi. Et là, un homme en uniforme vient me voir, me demande de le suivre, il m'accompagne jusqu'au portique de sécurité, et le sac était là, avec toutes les graines. En fait, Hermès s'était fait attraper aux douanes parce qu'on n'a pas le droit d'exporter des graines. Mais j'avais pris le soin d'expliquer à l'agent l'objet de notre quête. Et je me rappelle quand il a dit au douanier « Sporos tes Odysseas », et c'est les semences de l'Odyssée. Et là, le douanier m'a dit « Ah, prenez-les, bon voyage ». Les nouvelles fleurs des vies des saints, les fêtes de l'année recueillies ci-devant par le père Ribadanera, nouvellement mises en plus beau langage avec des remarques parasolitaires enrichies de figures et de tables alphabétiques et historiques. Tu es assis dans la salle de lecture. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce que tu lis. Nouvellement mise en plus beau langage avec des remarques parasolitaires enrichies de... Tu ne sais pas d'où ça t'arrive, c'est dans l'air, chargé de molécules volatiles, une charge électrique, une pression de vapeur saturante, une solubilité dans l'eau telle que ça te frappe, te saisit. Tu penses. Les S alignés du saisissement en moi s'immiscent, dansent, s'imbriquent sur une ligne qui valse, qui s'entortille, chemine vagabond, serpente en toi, t'arpente le cornet nasal par les os, par les airs, les cils mouillés du mucus comme une brosse, et paf! Transduction chimio-électrique. Des signaux te cognent dans le bulbe, se projettent ipsilatéralement vers le tractus, passent dans ton cortex piriforme qui y stocke un portrait robot, puis vibration amygdalienne, puis cortex entorhinal vers l'hippocampe par la voie perforante qui encode des souvenirs, et ton cortex orbitofrontal te demande « Est-ce que tu connais ?» Allons, reprends-toi, te dis-tu, mais c'est impossible, tu dois fermer les yeux tant cela t'abasourdit, et te cogne en même temps dans l'hypothalamus, et dans l'insula, et dans le gyrus singulaire s'insinue, t'aère, te chatouille le sinus sphénoïde, et là, nu, sibyllin, t'aide, t'élargit les capacités affectives, se fiche dans ton crâne, s'inscrit dans tes synapses, t'emmène voir ailleurs, si j'y suis, chez les divinités knotiennes, vers les senteurs orientales, vers les tentes nomades, vers les eaux lentes, les eaux archaïques préservées de la sphère ancienne, où lentement tu fusais. Vaincu, dès lors, tu t'abandonnes à l'odeur, tu t'affales, te sens glisser de ta chaise, tu coules, tu t'affoles, te répands sur le parquet où tu fais une flaque noire. Les bibliothécaires forment autour de ce rond un cercle d'initiés. 6 saintes barbes fleuries de jasmin, 6 saintes femmes au sein nu t'adressent leur sourire d'extase. Vertes, les notes de tête de leur chevelure florale t'entêtent, mélange de plantes à fleurs odorantes bisannuelles. Orange, les notes de cœur de leur ronde mamelle t'écœurent. Bombe lactée, prête à arroser le monde. Viennent les eaux pressantes, les notes de fond,
civette jaune, suaire, cuvette, fond de cuvette. Tu bascules, t'effondres, fond en eau salée. Les notes de fond t'effondent. Un livre s'ouvre ton corps. Un livre se lit le déplissement de ton corps. Un livre s'écrit par toi. Un livre s'écrit par toi les odeurs qui s'y notent. Une écriture hiéroglyphique flotte dans les anfractuosités. Un livre d'odeurs s'écrit par toi. Les pollinisateurs butinent les pages signes qui swingent dans leur sonorité. Le présent corps figé, yeux fermés, tout orifice, sauf le pif scellé. On court dans les réserves te chercher un livre, le nouveau livre. Quelqu'un de migneux mousque descend 4 à 4 les marches qui mènent au soubassement pour explorer les réminiscences. Tandis que tu es immobilisé dans le présent, quelque chose à toutes jambes remonte en toi dans le passé. Et les vestiges collectés te servent à anticiper sur l'avenir proche, y aller ou fuir. L'odeur te tend simultanément dans les 3 directions du temps. De la fente du bouquin vient tout un autre monde, de l'autre côté du tunnel qui s'ouvre là. On dirait que tu rigoles. Tu sollicites le vestige d'organes voméronasales. Retrousse les lèvres pour faire entrer les sécrétions et savoir à quel genre d'individu tu te colles. Un livre d'odeurs s'écrit, senteur, tenue secrète, les odeurs sécrétées. Un livre n'est pas rogné, pas massicoté, et ton nez coupe papier d'un geste sec dans le pli de la feuille prend possession de ses pages, et de part et d'autre de la fente se montre, oh, une origine du monde. Et tu vas à rebours, tu vas à rebrousse-poil, 4 à 4 dans les escaliers du temps, 4 à 4 pattes tu démens la verticalisation de l'homme, le redressement de l'homme civilisé, tu le déverticalises, décivilises l'homme et la femme en nous, redonne goût. Goût à l'homme et goût à la femme et goût à la vie animale, redonne odeur, redonne souffle. Ô origine du monde, il nomme ainsi les Grecs Omphalos Thalasses, ce point qui est comme la résultante de tous les vins, de tous les vents, de toutes les vagues de la Méditerranée, celui qui vient annuler tous les vecteurs portés par toutes les gouttes de la mer. On en a fait le calcul en mettant la carte de la Méditerranée sur la pointe en compact. Nous sommes partis là-bas parce que ces histoires de sel sont importantes. L'alpha et l'oméga de l'Odyssée, c'est une histoire de sel. La première chose, avant même que Ulysse parte pour la guerre à Troie, il essaie de contrefaire le fou pour se faire réformer. Ménélas et Agamemnon viennent le retrouver et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sème du sel dans le sable. Et le dernier geste qu'il fait, c'est Tirésias qui lui intime: quand tu reviendras de ce long périple, tu devras partir une seconde fois pour aller à l'endroit le plus loin de la mer, un endroit où on ne connaît pas le sel. Et ton indice, ça sera que tu prendras une rame sur l'épaule et quand tu croiseras quelqu'un qui te dit « mais qu'est-ce que tu fais avec une pelle sur le dos ?» tu comprendras que cet homme-là ne connaît ni les rames, ni la mer, ni le sel. Et si vous lisez bien, le premier et le dernier geste de l'Odyssée, ce sont 2 gestes d'infécondité. Semer du sel et planter un bois mort. Alors il y a dans cette idée d'aller semer l'Odyssée comme une volonté d'abolir ses limites, de l'infinir. Et ce point haut, il est exactement entre Djerba et Syracuse. Sin
طليت على شماس دمعت عين صوبانا رشراش عالوحشنا ما تقطعش سيدي الخنقة والجبال السود يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مسعود ركب على حمراء سرجا مقدود سنة رجا مقدود ركب على حمراء سرجا مقدود هدي يا مسعود سيدي يا مسعود العربي وإذا اندهت والشدة في ربي فرج على دربي جيك العاقرة وتروح باليمين يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مسعود. J'avais 47 ans. Je vivais loin de tout, en Sicile, au milieu des bois, une villa troglodyte, dotée d'insondables soubassements. Une riche et influente femme de 50 ans, amie de la famille, et qui connaissait la villa, avait fait livrer chez moi un grand coffre en bois, de la taille et de la forme d'un cercueil, pour que je le cache au plus profond des souterrains. J'avais ordre de ne laisser personne s'approcher de la villa, de ne laisser personne entrer dans la salle fermée à double tour où serait entreposé le coffre, de ne laisser personne ouvrir le coffre, de ne pas l'ouvrir moi-même. Le coffre en bois semblait bien hermétique, mais il s'en dégageait un parfum intrigant. Je revenais sans cesse dans le soubassement pour humer cet arôme. J'ai voulu savoir ce qui pouvait exhaler une odeur si capiteuse. J'ai fait, dans le bois du coffre, un trou grand comme mon petit doigt. Je me suis dit que la riche et influente femme de 50 ans ne s'en apercevrait pas. J'ai collé mon nez contre le trou. Le coffre devait être rempli de myrrhe. Mais il y avait là-dessous une chose. Non, un être. Un être mêlé à cette odeur amère, sainte et suave. Un animal, oui. Un homme. Mort,
Non, vivant et jeune, un jeune mâle vivant. Je l'ai flairé, ce mélange de la gomme et des sécrétions musquées du jeune mâle, indéniable et sensuelle preuve de l'existence du divin. J'ai descendu un matelas, je me suis installée dans le sous-sol. J'ai agrandi le trou pour mieux sentir. Et je voulais connaître la source de cette émanation. Émue, j'ai mis mon œil devant le trou. J'ai vu dans la masse végétale s'ouvrir 2 yeux noirs. J'avais réveillé le divin petit mâle. Et une bouche s'est ouverte. J'ai fait couler par le trou un peu d'eau fraîche jusqu'à ses lèvres. Il a refermé la bouche et les yeux. Puis, il a rouvert quelques heures plus tard et les yeux et la bouche. Je lui ai fait couler par le trou un mélange de lait et de miel. Il a refermé et les yeux et la bouche. Et quand il les a rouverts, j'ai su qu'il était temps pour lui de sortir. J'ai ouvert le coffre. Le jeune homme s'est étiré. Son corps s'est déplié souplement, couvert de gomme résine, et parfaitement nu, et parfaitement bien membré. Il m'a demandé combien de temps il avait dormi, et si c'était le jour ou la nuit, la Grèce ou la Mésopotamie, l'hiver encore ou déjà le printemps. Il est resté ainsi quelques jours dans le soubassement. Son odeur sensuelle embaumait le sous-sol. Je crevais de désir pour lui. Je lui ai demandé de monter au rez-de-chaussée de la villa qui était mieux aérée, espérant que ses émanations cessent de m'obséder. Il passait la tête par la fenêtre et humait l'air des bois comme un chien captif. Je lui ai proposé d'explorer les jardins de la villa. J'ai pu respirer un peu en son absence, soulager en solitaire l'irrépressible concupiscence accumulée. Il passait ses journées dans les bois environnants, et son odeur changeait. La myrrhe s'estompait peu à peu. Maintenant, son corps s'était imprégné de thym, basilic, romarin et myrte. La composante végétale changeait, et la note animale s'affirmait. Il était devenu irrésistible. Il se lovait contre les plantes jusqu'à y répandre parfois, sans honte, sa semence. J'ai d'abord pensé qu'il marquait son territoire. Mais rien ne lui était plus étranger que cette idée de marquer un territoire. Il ne voulait pas s'approprier le jardin dans lequel nous vivions, ni le bois qui entourait le jardin, pas plus qu'il ne voulait marquer aucun être du sceau de la propriété. Au contraire, c'est le jardin, le bois, la terre qui doit nous affecter, dire ce que nous sommes. Il prônait l'abolition de l'esclavage, l'ouverture des frontières, l'union sexuelle libre, une conception nouvelle de toutes les relations entre les êtres, le communisme. J'ai été son amante numéro 2 après la riche quinquagénaire. Tout l'été, les jardins de la villa sont devenus le lieu d'une fête permanente. Hommes et femmes de tout âge désiraient le voir, l'entendre et le respirer. Quelques femmes mariées fréquentaient la villa également. C'est ce qui a précipité sa chute. Une jeune femme promise à un riche héritier avait passé la nuit au milieu de cette foule matérialiste. La famille du riche héritier l'a appris.
Un soldat mercenaire a poignardé mon amant lors d'une de ses promenades. Le crime a été maquillé. On a fait croire qu'un sanglier était coupable. Pour moi, il n'est pas mort. Le puissant et beau jeune Dieu ne meurt pas. Le Dieu de l'abondance, fils des royaumes féconds, ne meurt pas. Dumuzi, roi des Recs, ne meurt pas. Ushum Galana ne meurt pas. Kuli Enlil ne meurt pas. Amashum Galana ne meurt pas. Celui que les Phéniciennes nomment Eshmoum, celui que les Syriennes nomment Gawas, ne meurt pas. Il ne meurt pas. Celui que les Mésopotamiennes nomment Tammuz, celui que les Iraniennes nomment Manoucher, ne meurt pas. Adon, seigneur des aromates, ne meurt pas. Celui que les Grecs nomment Adonis ne meurt pas. Il dort. Il s'est couché sur un lit de fleurs. Il s'est couché comme se couche un jeune homme fatigué par une longue marche, fatigué par une course avec un amant, comme un jeune homme fatigué par une longue nage. Il s'est couché sur un rocher. Il n'est pas mort. Il s'est couché pour rêver dans l'odeur et le ressac de la mer. Il s'est allongé après l'étreinte avec une amante. Non, ce n'est pas la mort qui le tient dans ses bras, c'est l'une de ces innombrables conquêtes que lui jalousent les autres femmes. La femme riche de 50 ans a couvert son corps d'anémones et de larmes. Les femmes se disputent sa dépouille. Bientôt, 2 rites s'affrontent. Certaines, plus proches de la source, inventent des fêtes qui célèbrent la vie du jeune Adonis et son message. Nous ne possédons aucune ressource, ni naturelle, ni humaine. En réaction à ces Adonis, un groupe de femmes très puritaines invente les thesmophories. Pour elles, il n'y a de fécondité que dans le strict cadre de l'accouplement conjugal. Seules les femmes mariées donnent des fruits légitimes, une descendance apte à la succession. Elles caricaturent les Adonis et les font passer pour des orgies, une célébration de l'inutile, de l'excitation stérile, du désir qui se consume en vain, les jours de canicule, semences qui montent trop vite et retombent après une éjaculation précoce répandue dans le sable. Elles disent que tu es mort. Mais qui sont ces femmes de prudes cagottes? Elles te disent mort, mais dans leur bouche tout a un goût de cadavre, et tout a l'odeur avariée des vieilles viandes putréfiées. Elles ne savent pas ce que tu es, et que tu ne sais pas mourir. Elles ont inventé un Dieu qui meurt, un Dieu pour se complaire dans la mort. Misère que cette vie, mort que cette vie. Je ne veux pas de leurs dieux cadavres ambulants. Toi, tu avais le parfum puissant d'un jardin et l'odeur de la vie, des fruits, de la terre, du foutre, des fleurs, et l'odeur de la vie pour nous
Mon jeune et bel Adonis, il ne peut se faire que tu meurs. Sinon toute vie sur terre aurait cessé. Toute vie sur terre a-t-elle cessé? Ne vivons-nous plus qu'un semblant de vie? Hiver, ma pauvre vulve séchée comme la terre friable. Hiver, ma pauvre vulve racornie, loin de sa fraîche et chaude semence. Oh, j'attends que revienne mon jeune amant. Oh, j'attends ses mains, sa langue, son membre jeune et vigoureux. Oh, j'attends sa semence. L'hiver n'est-il pas fait pour espérer que le printemps revienne? Je parfume mon corps. Laboure ma vulve, homme de mon cœur. Lorsqu'il me fera l'amour, la végétation alentour redeviendra florissante. Laboure ma vulve, homme de mon cœur. Lorsque la végétation deviendra florissante, nous ferons l'amour. Elles ne savent pas que tu es le printemps. Oh, reviens, mon bel et jeune amant. Reviens, homme printemps. Parfaitement bien, enfin qu'est-ce que j'en sais, parfaitement nu. Il entend des jeunes filles qui jouent à la balle sur la plage, sort de son bosquet, coupe une branche d'olivier sauvage, cache sa nudité et se précipite aux genoux de Nausicaa. Là, il cherche comment la complimenter. Et là, il lui dit mais jamais j'ai vu une telle beauté sortir de la terre, pas un homme, pas une femme. Ah si. Une fois à Délos, à côté du temple d'Apollon, j'ai vu le rejeton d'un palmier qui s'érigeait dans les airs, et jamais j'ai rien vu de comparable. Mon cœur était saisi d'admiration. Eh bien, quand je te vois, Nausicaa, je suis saisi par une pareille admiration. Voilà, compliment, un palmier. On s'est mis en tête d'aller chercher les graines de ce palmier de Délos. Or, aujourd'hui à Délos, depuis peu, il n'y a plus de palmier. Comme si l'essence de la beauté était définitivement perdue. Alors on voudrait vous proposer de participer en prenant une date, en la roulant 1000 fois derrière la barrière de vos dents et en méditant sur la disparition de la beauté. Et son noyau, on le récupérera à la sortie pour qu'il puisse parfaire la liste des essences de l'Odyssée. Peut-être passer.
méditez bien, ça imprégnera ces mots. Que les villageois appellent l'égyptienne. Pour empêcher que tu te grattes la nuit, ta mère t'enfile les gants. Le matin, l'inflammation a complètement disparu de tes mains. Ta mère retourne chez l'égyptienne pour lui demander avec quelle plante elle a parfumé les gants. L'égyptienne égrène une liste de noms parsemés de longs silences. Thym, camomille, lavande, aubier de tilleul, camomille, thym, feuilles de fraisier, lavande, feuilles de fraisier. Ta mère te fait dormir 6 jours dans ce mélange d'herbes et de fleurs. C'est ton enfleurage précoce. C'est ta mise en fleurs. Le 7e jour, les plaques d'eczéma se sont éclipsées. L'empreinte des fleurs te reste marquée sur la peau. Tu es un étrange bébé tatoué. Il te pousse de temps en temps une branche de thym sous les aisselles, un peu de lavande dans les cheveux, de la camomille sur les épaules, des feuilles de fraisier à l'arrière des genoux. Mais ton destin n'est pourtant pas d'être totalement végétal. Et tu apprends à te déplacer. Tu veux nommer les fleurs. Tu les montres du doigt. On te dit les noms pissenlit et tu répètes pissenlit. Puis dans la bibliothèque de ton père,
Tu ouvres un livre de botanique plus grand que toi. Tu regardes des belles planches anciennes. Tu les montres du doigt. On te dit les noms lampistrelle, souci, crépide, cousteline. Et tu répètes, en déchirant une à une les pages, comme si tu arrachais délicieusement les strates d'un épiderme pour prendre possession du grand corps d'un être inviolable. Lampistrelle, souci, crépide, cousteline. C'est le printemps. Tu marches pieds nus dans l'herbe et tu montres ça et là les traces où tu as posé les pieds, en déclarant « agastache ». Ton père t'explique que les fleurs ne poussent pas ainsi sur commande. Il faut que quelqu'un, un jardinier, un insecte, un oiseau ou le vent, porte la petite graine dans la terre. C'est parfois un éléphant dans ses excréments. Tu n'es pas un éléphant, toi. Mais va savoir, on ne sait pas ce que tu es. Ta mère te demande de te laver les pieds, de remettre tes chaussures. Elle découvre chaque jour dans le jardin des fleurs qu'elle n'a pas plantées. Agastache, orchidée, hérodium. Toutes les fleurs que tu as nommées, toutes les fleurs que tu as désirées et qui émanent de ton corps. Tu marches pieds nus dans les bordures, pieds nus dans la boue quand il a plu. Ta mère veut que tu portes des bottes en caoutchouc, et dès qu'elle a le dos tourné, tu te déchausses pour sentir la peau de la terre, toucher la peau de la terre avec la plante de tes pieds, faire pousser des fleurs au contact de ses peaux. La fille de l'égyptienne, Alban, connaît bien des choses que ton père ignore. Elle te parle des plantes dans une langue de prophétesse. Elle dit que cette rose est dicotylédone. À la naissance, elle se donne des deux en dicotylédon. Ce vanillé, lui, il est monocotylédone. Ce datil aussi. Leurs graines se donnent d'un seul cotylédon de soi. Comme on s'abandonne. Ils ne donnent de date que si la fille fleur est fécondée par la mâle fleur. Inflorescence, pistil, étamine, pollen, qui est une semence en poudre. L'amour unit les plantes, dit-elle. Elle ajoute que ce chêne est monoïque. Ses fleurs femelles et mâles se mêlent, que ce filaire à feuilles étroites est androdioïque. En lui coexistent un certain nombre d'hermaphrodites avec une foule de mâles. Alban explique que chez certaines plantes, comme ce pistachier, une cloison sépare les organes mâles et femelles. Une incision permet de faire communiquer les deux côtés. Et tu te demandes s'il y a en toi aussi une cloison qui te scinde en deux et qui pourrait être percée. En faisant ta toilette, tu arraches les herbes folles et les fleurs sauvages qui te croissent partout sur la peau. À l'âge où tes camarades de classe percent les pustules d'acné, tu te désherbes, toi, en secret. Tu ne fais jamais de soirée pyjama, tu ne traînes pas dans les vestiaires, il ne faut pas qu'on te voie nu. Et puis un jour, il te pousse quelque chose entre les jambes. Pas exactement un zizi, mais quelque chose de végétal, comme on pouvait s'y attendre. Quelque chose qui n'est cependant pas dans les livres de botanique de ton père. Quelque chose qui n'a pas de nom. Tu voudrais en parler à Alban, qui connaît tous les mystères du monde végétal, mais ce secret-là te semble trop monstrueux et tu n'oses pas. Et tes parents, qui t'appelaient jusqu'alors Jasmine, maintenant, décident qu'il faudra dire Jasmin. Et à la rentrée, tu vas dans un nouveau lycée, tu t'habilles en garçon. Mais des seins te poussent. Des vrais zouzous de demoiselles, pas un machin végétal cette fois. Tu ne sais jamais de quel côté ton corps va embrancher. Il te fait bien des surprises. Il t'en fait voir de toutes les couleurs. C'est un jardin en mouvement, ton corps. Et tes parents t'envoient en pension dans un lycée de jeunes filles. Tes nouvelles camarades nomment le lycée le cloître. Tu t'y enfermes.
Tu refuses de sortir et d'accompagner tes amis quand elles vont se baigner dans les calanques. Tu éprouves une très grande honte à l'égard de ce corps qu'on dirait nyctinaste, s'ouvrant, se fermant selon le soleil. Tu portes, été comme hiver, d'épaisses chaussures, lacées et dotées de semelles compensées. Ça te donne un air de marcher sur la lune, toi qui aimais pourtant tellement le contact avec le sol, avec l'herbe, la terre, la boue. Seul le marbre froid des chapelles troglodytes t'apporte un abaissement provisoire. Tu déclares ta flamme à Jésus et la chapelle se remplit de roses rouges épineuses. La nuit, avec Alban, vous avez de longues conversations numériques. Tu es parfois sur le point de lui révéler le secret, mais tu as peur si elle sait. Tu as peur de ne plus jamais la revoir. Quant à te voir nue, cela personne ne le pourra jamais, tu penses. Tu aurais préféré être toute végétale et rien que végétale, mener une existence toute extérieure, tout entière vouée au soleil et aux profondeurs de la terre, sans avoir rien à cacher au fond de soi, à se sentir coupé de tout. Et Alban t'envoie un SMS. Elle est dans la cour du cloître. Tu regardes par la fenêtre. Ta chambre est au premier. En montant sur le toit d'un local, Alban pourrait entrer chez toi. Les vieilles gardes chiourmes, assommées par la répétition de leurs vespéras d'insanité, tombent de sommeil à 9 heures. Alban va entrer dans ta chambrette. Elle est là. Vous vous regardez sans rien dire. Toi, assis sur une chaise de bureau, et elle, sur ton lit. Silence d'angoisse, mêlé d'excitation. Tu transpires. Tu lubrifies. Et avec l'eau, tu sens que cela te pousse sous les genoux. Cela te pousse des aisselles, des pieds, de l'entrejambe, de l'anus, des cheveux. Et même sur le visage, tu ne peux plus rien contenir. Malgré l'obscurité, Alban doit bien remarquer que de la végétation pousse dans cette chambre, sur ce corps, partout. Elles croisent toutes ensemble, tes végétations. C'est un bombardement, un feu d'artifice qui s'origine sous ta peau et sort par tous les pores, te transperce, explose, clématite odorante, et tu dois enlever tes chaussures. Alban se déchausse elle aussi. Et, entre les orteils, tu vois clairement gueules ouvertes de monstres amicales, de minuscules lamiacées. Et vous vous défaites ainsi de tous vos habits. Jamais le mot effeuillage n'a été aussi littéral. Vous trouvez des gestes pour que chacune de vos parts masculines et féminines, animales et végétales, entre en résonance. Ta chambre est une chambre d'écho olfactive et tactile, une chambre d'écho et de narcisses. Elle se couvre de fleurs odorantes du sol au plafond. Vous vous enfuyez du lycée, cloître dans la nuit. Garçon, fille, fleurs sauvages. Et à l'aube, vous prenez un bain. Fougères flottantes, nénuphars et papyrus fleurissent le lac. Papyrus, byblos en grec. C'est drôle, c'est aussi la dernière plante à éclore dans l'Odyssée. Byblos, le livre, mais Homère n'emploie pas cet endroit. Le papyrus ici, c'est le cordage qu'utilise le bouvier Ulysse pour sceller les portes du palais avant que n'advienne le massacre. Comme s'il y avait cette intuition d'Homère qu'au moment de l'apparition du livre, qui mettait en péril peut-être la tradition orale portée par les rhapsodes, c'était le livre qui allait sceller la parole vivante. Mais Gaïa, quand tu vas venir sceller ce jardin fait de 41 graines et 41 plantes nommées par Homère, plus le noyau de Dathier, j'aimerais que tu aies aussi en mémoire ce passage bouleversant de l'Odyssée. C'est au dernier chant, on le connaît très peu. Ulysse a été reconnu par son épouse, a massacré les prétendants et il veut retrouver son père.
Il va dans les champs, il le retrouve meurtri dans l'impossible deuil de son fils. D'abord, il commence à faire un peu le malin, à prétendre d'être un étranger qui a jadis vu Ulysse, mais il voit le désarroi de son père et là tout de suite il dit « Père, tu me reconnais? C'est moi Ulysse, ton fils. » Et Laërte ne le reconnaît pas. 20 ans après, Laërte ne le reconnaît pas et lui demande un signe sûr. Et Ulysse lui dit « Père, lorsque j'étais enfant ici même, tu m'avais accompagné et tous ces arbres, tu les avais nommés. Et tu m'avais donné 13 filles, 13 poiriers, 10 pommiers. Tu m'avais aussi donné 40 figuiers et tu m'avais promis 50 rangées de vignes alternées de sillons, de blé. » Les genoux de Laërte fléchissent, son cœur flanche. À l'évocation de ce seul secret qu'il connaissait, le nom des arbres de leurs jardins intimes. Alors quand tu vas sceller ce secret, j'aimerais qu'on ait en conscience que peut-être un jour, cela dit c'est l'hypothèse la plus folle mais la plus forte, qu'on connaîtra le langage des fleurs et que ce sera alors elles qui nous chanteront à leur tour les aventures d'Ulysse. Ura nuneto
Yeah.
Merci à tous. Alors, il n'y a pas de micro. Je vais essayer de parler fort. Et simplement, ces deux projets ont été montés, ont été proposés avec l'idée de dialoguer avec les sites et le conservateur du littoral et des monuments nationaux. Cette proposition était magnifique. On les a lus l'un et l'autre. C'est des projets complètement convaincus. Mais je voulais inviter Laurent et Ismaël, chacun son tour, à nous en dire un petit peu plus sur la manière dont cette réalité, en fait, la réalité du voyage est venue, est arrivée dans le projet, puisque là, on est au retour de cette odyssée. Et peut-être, puisqu'on a beaucoup vécu l'odyssée de Laurent, est-ce qu'on peut commencer par, Ismaël, peux-tu nous dire les sites d'où viennent ces fleurs et d'où viennent ces espèces et ces émanations et toute cette force qui est dans ces mots? Alors moi je suis allé de Grasse, la ville de Grasse, jusqu'à Marseille, en passant par le domaine du Rayol, qui est à côté du Lavandou, qui est une série de jardins, les jardins méditerranéens, qui ont été créés par le paysagiste Gilles Clément. C'est pas grave, on a commencé. Donc, voilà, ça y est. Voilà, donc, bon, moi je suis allé écrire les textes tout seul, contrairement à Laurent qui a fait une odyssée accompagnée de toute une équipe. Je suis d'abord allé tout seul écrire des textes de Grasse, la ville de Grasse, jusqu'à Marseille. J'ai passé du temps au domaine du Rayol, dans des jardins dessinés par Gilles Clément, le paysagiste. J'ai visité des jardins, de la documentation. C'était un peu ça mon parcours. C'est un parcours méditerranéen, un petit segment méditerranéen français. C'est ça que tu voulais savoir. Oui. Merci beaucoup. Et Laurent, alors on l'a compris, c'est le parcours du grand livre, enfin c'est le parcours de l'Odyssée qui est là. Mais c'est une nouvelle Odyssée, c'est une nouvelle partition aussi complètement réécrite. Et là aussi, poétiquement, puisqu'on l'a entendu, tout se raconte, tout se redit autrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sites-là et de la réalité du voyage? Le tout premier vers de l'Odyssée, c'est en fait une prière. C'est une prière qui est faite à la muse de la poésie. Ô muse, donne-moi l'inspiration de trouver des mots pour raconter à nouveau cette histoire que tout le monde connaît, en fait, les aventures d'Ulysse. Et lorsqu'on est parti, en fait, on a fait cette supplique de trouver une inspiration qui a été donnée au fond par tous les cueilleurs-chanteurs. Moi, j'avais effectivement écrit ce projet d'aller cueillir les graines, mais c'est elles, toutes des navigatrices, qui m'ont dit « Laurent, on t'accompagne à une condition, qu'on cueille des champs en Méditerranée, qu'on cueille des champs de récolte des graines de la Méditerranée. » Vous savez, en Sicile, en Tunisie, partout, en fait, on recueille les graines de raisin, de blé, de tout, en fait, en chantant pour se donner du courage. Et c'est cette façon de tresser à la fois la botanique et le chant qui a donné un charmillo qui fait qu'aujourd'hui, il y a le voyage rêvé, celui d'avant, le voyage réel, avec, vous avez vu, tous ces œuvres, et le voyage qu'on imagine maintenant, en fait, au retour. Et je voulais vous dire merci, parce que de permettre de tresser avec d'autres projets, c'est déjà une motivation. Et d'ailleurs, merci à tous deux d'avoir accepté cette rencontre, puisque c'était, donc vous l'avez compris, une alternance de textes qu'on entendait entre la poésie, en fait les nouvelles d'Israël, et la poésie réécrite de cette odyssée du XXIe siècle qu'on a vécu un peu avec vous. Alors, est-ce que je peux rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure, Laurent? Vous nous avez dit en fait c'est l'inverse. On fait deux choses inverses. Et Ismaël nous parle de psychanalyse des fleurs tout en disant que quelque chose n'est pas possible, enfin que nous ne pouvons pas, ou nous souhaitons être telles les fleurs et uniquement dans les émanations. Et nous, dans notre Odyssée, on est parti du principe inverse. C'est la seule promesse que je sais tenir. C'est quelques graines au creux du nain, puisque les graines, ce sont des promesses de paroles à venir. Il y a au Liban une maison des semences où
des paysans récoltent des semences et elles disent qu'elles ont de quoi nourrir le Liban dans cette maison. Et moi, mon projet est plus matérialiste, et je suis très émotif. Mais enfin, vous avez compris l'idée, quoi. C'est les graines dans les mains des paysans. Et en tout dernier, puisqu'il va falloir maintenant goûter, enfin on a senti, on a goûté, on a entendu, mais il va falloir goûter les cocktails et sentir le parfum que Laurent va nous expliquer, ou peut-être Alexandre peut nous expliquer le parfum, parce qu'ils sont terriblement bons, mais il est lié à ce qu'on vient d'entendre. Alors oui, ce parfum il est très lié à ce qu'on vient d'entendre, ce parfum qui s'appelle Personne. J'ai décidé de le nommer Personne puisque c'est le point de départ de cette odyssée, vraiment ce moment où Ulysse se fait appeler Personne et où il perd sa personne au même moment. Donc le projet de ce parfum est né vraiment avec Laurent, puisqu'il connaît Olivia Bransbourg qui est la fondatrice de la marque Attache-moi, et ils se sont dit ces essences, ce serait bien d'en faire un parfum. Pour résumer, ce qui fait qu'en mars j'ai reçu cette magnifique liste d'essences et que je me suis donné pour mission d'en faire un parfum. Est-ce que les 41 plantes pratiquement toutes. Alors pourquoi pas toutes, puisque l'idée de ce parfum c'est qu'il soit 100% naturel. Et il y a beaucoup de matières, enfin, quelques matières de l'odyssée qui n'existent pas en extrait naturel. Et certaines sont captives, donc le poireau et l'oignon, ce sont des molécules brevetées par des extraits naturels brevetés notamment par Symrise. Et je tiens à les remercier puisqu'ils ont accepté pour la première fois dans leur histoire de les offrir à quelqu'un de non Symrise pour ce parfum, puisqu'ils ont adoré ce projet. Voilà, donc on a 102 ingrédients dans ce parfum. On a la plupart des ingrédients qui sont mentionnés dans cette liste dans l'Odyssée. Et puis, je tiens juste à le dire, et après, on va tous boire un coup. Et il y a vraiment une part, en fait, que j'appelle la part de Nausicaa, qui pour moi était importante à intégrer dans ce parfum, puisque depuis que je suis petit, j'adore ce passage de Nausicaa, où Ulysse rencontre Nausicaa, et où il retrouve un peu sa dignité, où dans son regard, il se reconnaît comme la personne qu'il cherche à redevenir. Et je me suis dit, en lisant en effet l'Odyssée à travers le végétal, on a une histoire différente de celle qu'on a l'habitude de s'imaginer quand on la lit enfant, quand on la lit en grandissant. Et en repesant ce parfum à partir de seulement ces matières, il y avait quelque chose de végétal, de sombre, d'épineux, d'assez froid, et je me disais que ça ne rendait pas complètement compte de l'Odyssée, qui est une histoire de femme, qui est une histoire d'homme, qui est une histoire d'amour, d'un homme qui cherche qui s'élève littéralement contre un dieu qui lui est... qui s'élève donc contre un dieu qui lui est hostile, et contre une nature qui lui est hostile pour retrouver cette femme qu'il aime plus que lui-même, et toute cette humanité, tout ce partage entre ces lignes, en fait, entre même ces lignes végétales, on voit qu'on parle de poirier, de grenadier, d'orge, d'épeautre, de vin. Il y a vraiment un registre gustatif, un registre du partage, un registre de quelque chose de chaud. Et pour moi, ça s'incarne dans ce moment où il rencontre Nausicaa, cette sorte de carnalité, cette sensualité. Et je me suis dit, je ne peux pas quitter ce laboratoire sans intégrer cette part de Nausicaa. Donc c'est un peu ma part d'interprétation dans ce parfum. C'est un accord avec du fenugrec, avec de la fève tonka, de la vanille, du café, des notes qui sont très chaleureuses et qui viennent un peu lier ensemble tout ce récit comme une coda qui résume ce dit végétal. Voilà, j'en ai un peu beaucoup parlé, mais je vous remercie. On fait barrière au bar et au cocktail. On a l'expérience sensorielle continue avec 2 cocktails. L'un qui s'appelle L'homme printemps. L'homme printemps, donc on l'a entendu tout à l'heure, c'est une figure un peu spéciale, mais qui a à voir avec l'homme peau, avec la question de la peau, de la civilisation, du désir, de toutes sortes de thèmes qui sont là dans les différentes nouvelles. Et le deuxième cocktail s'appelle Pastis à l'infusion d'Homère. À l'infusion d'Homère. La discussion continue, on est là pour parler des projets. Vous l'avez compris, mon nouveau, c'était un accompagnement à la création en 2022
et en accompagnement à quelques projets rêvés, un peu fous, ou en tout cas hors catégorie. Ce qui se passe là, ça n'est ni simplement de la poésie, ni simplement de l'écriture, ni simplement de la performance ou de la lecture. C'est beaucoup de choses, c'est du parfum, du goût, de la lecture et de la performance. Les textes sont devenir aussi, et on regarde tous vers l'année à venir et ce que ces textes-là et ces explorations-là pourront devenir. Merci beaucoup à Ismaël Jude, à Laurent de Robert et à tous ceux qui les ont accompagnés dans leurs odyssées, et à vous, public, d'avoir suivi l'expérimentation. Merci. Merci à vous. Merci à Caroline et Nathalie de nous avoir invités. Merci à toi, Lucie Campos, et merci à la bande à Bistène.